Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, on parle de la nouvelle pré-notice du Balance Patch qui devrait bientôt sortir normalement dans le courant de la semaine. Honnêtement, je pense que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un aussi bon Balance Patch. Je pense que je lui mets un bon 8 sur 10. Certes, il y a certains éléments qui n'ont pas été nerfs, qui auraient pu être nerfs, d'autres mobs qui auraient pu être buffs, mais quand même dans l'ensemble, euh, on n'a vraiment pas à se plaindre avec ce Balance Patch. Il y a pas mal de nouvelles choses qui vont être sympas. Ça essaye de toucher un petit peu à tous les aspects du jeu, que ce soit le siège, la RTA ou l'arène. Donc plutôt sympa. On va regarder rapidement quels sont les mobs qui sont touchés. Puis après j'essaierai un petit peu de dire mon ressenti dans chacun des aspects du jeu, ce que ça va changer ou pas. Donc on commence tout de suite le début du balance patch avec un nerf sur Oliver et sur Mage O. Donc cette fois c'est cool, ils ont bien pensé à nerf les mobs qui étaient problématiques. Et je suis vraiment pour le coup agréablement surpris du nerf qu'il y a eu sur Oliver. C'est à peu de choses près un nerf que j'avais envie de faire. Bon, du coup, il y aura peut-être pas la vidéo sur pourquoi Oliver est broken et comment le nerf, mais à peu de choses près, c'est à peu près ce que moi j'aurais fait si j'avais eu la chance de pouvoir faire ce genre de balance patch. Donc on a une increase cooltime sur le cooldown du S3 Oliver. Donc le cooldown passe de 5 à 6 tours. Qu'est-ce que ça change ça concrètement? En fait, ce que ça change, c'est que avant Oliver, il pouvait faire son full combo, donc ne jamais s'arrêter de faire des S3, S2, S3, S2, même s'il loupait la réduit cooldown sur le S2. D'accord? Donc en fait, si tu faisais juste S3, tu réussissais correctement ton truc, into, tu rejouais, tu faisais S2, tu te faisais résiste. Si à ce moment-là, soit tu proquais Vio, soit tu récupérais ton tour à pied, tu pouvais directement refaire le S3. Maintenant qu'il y a cette increase cooltime d'un tour, ben mine de rien, tu vas plus pouvoir faire ça. Donc si tu loupes ton S3, évidemment, t'es dans la giga sauce. Parce que ça veut dire qu'il y aura minimum 2 tours pendant lesquels tu pourras rien faire avec ton Oliver, même si tu réussis ton S2. Et si tu réussis ton S3 et pas ton S2, tu vas avoir un tour à vide avec ton Oliver. Et ça va être incroyable parce que du coup, tu vas perdre beaucoup plus de tempo avec ton Oliver. Tu vas pouvoir contrôler moins de mobs. Tu vas stacker moins vite ton passif pour l'augmentation des dégâts. Juste, c'est un tout. Euh, Ce genre de persos qui ont leur kit qui est vraiment énormément basé sur le cycling, ce genre de, ce genre de nerf est vraiment très important pour eux. Et ça, c'est un nerf qui est vraiment plus important que ce qu'on pourrait y croire. Certes, son tour 1 est toujours super fort. Certes, s'il se fait jamais résiste, c'est super pour lui. Sauf que maintenant, le truc, c'est que s'il se fait résiste soit sur l'absorbe ATB, soit sur l'increase cooltime, il perd quand même beaucoup de sa superbe au niveau du cycling. Donc ça, c'est un bon nerf. Et en plus de ça, ils ont nerf le stacking de damage. Avant, ça stackait 20% par 20% jusqu'à 100%. Maintenant, ça stack 10% par 10% jusqu'à 50%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que maintenant, ton Oliver, tu vas devoir absolument le caper en accuracy. Tu vas devoir être capé sur sort 1, sur sort 2 et sur sort 3. Là où avant tu pouvais te permettre de voir juste 60-62% d'accuracy, te caper avec un artefact accuracy S3 et t'avais pas forcément besoin d'aller chercher l'accuracy S2 hein, parce que du coup bah, tu pouvais quand même enchaîner tes S3 même si tu te faisais résiste le S2. Là à mon sens maintenant tu vas vraiment être obligé d'aller chercher cette accuracy, donc forcément tu vas avoir soit moins de sub offensive, soit moins de sub de tankiness. Je pense que au vu du nerf des dégâts, c'est les subs de damage qui vont se réduire. Et en fait, normalement, ça devrait beaucoup plus amoindrir l'utilité du Oliver. Voilà, ça sera plus le mob qui contrôle toute la team à lui tout seul, qui tank et qui one-shot tout le monde au bout de 3 stacks. Euh, Ça devrait quand même remettre Oliver dans cette case de cycler slash CC. Mais plus trop dans la cage de damage dealer. Donc ça, je trouve que c'est un bon nerf overall. Le mob sera toujours top tier, ne t'inquiète pas. Ça reste toujours le meilleur lead speed du jeu actuellement en RTA, de très très loin. Probablement, c'est probablement encore toujours le mob qu'il faut first pick si tu as l'occasion en RTA. Juste maintenant, le win rate va bien évidemment baisser. Là, on est sur un win rate qui est à 52,8%. Je pense que le win rate va rebaisser vers les 51%. Et voilà, c'est cool. Le mob va être plus équilibré.
Elle va être plus équilibrée, c'est ce qu'il fallait. Ensuite, on a Nana qui s'est fait nerf sur le passif. Donc maintenant, quand un allié est revive avec son passif, il est revive avec 25% de ses HP au lieu de 40% des HP. Pour moi, c'est pas forcément le genre de nerf qui va faire mal au perso. Je pense que Nana va rester toujours aussi forte que ce qu'elle était en RTA et en Def Arène. Potentiellement même qu'en RTA avec les Ragdoll, les Léo, ça risque d'être gentiment insupportable. Mais pour moi, c'est surtout en siège où le mob va en pâtir un peu. Parce que le siège, déjà qu'il y a le destroy et tout, cette réduction de 25%, enfin de 15% pardon, des HP lors du raise, elle devrait quand même, tu devrais quand même sentir la diff. Je pense que ça va vraiment se sentir en siège. Honnêtement, pour moi, le mob restera toujours top tier en RTA et en arène, il n'y a pas de souci. C'est pas un nerf très important honnêtement sur Nana comparé à Oliver. Oliver prend un bien plus gros nerf à mon sens. Il y a le maître d'armes feu qui se fait up un peu sur son passif. Maintenant son passif se stack quand il y a un ennemi qui meurt ou quand il y a un allié qui meurt. Donc en gros la condition d'activation du passif est plus facile. Ok, c'est sympa. À voir si du coup le mob pourrait être plus facilement utilisable en offense siège ou dans certains cas de figure en RTA, mais RTA j'y crois pas trop. Je pense plutôt en offense siège, ça pourrait être un petit peu plus jouable qu'avant. Le Weapon Master O qui se fait rework sur son sort 3. En gros maintenant, quand il y a 4 ennemis ou plus, le sort 3 stun en AOE pour un tour et fait des dégâts en fonction des montants élevés des HP ennemis. Et quand il y a 3 targets ou moins, ça tape 6 fois en mono-cible et ça fait des dégâts qui ignorent de plus en plus la def à mesure que les HP actuels de l'adversaire diminuent. D'accord. Donc c'est un espèce de finisher en fait sur le S3. Moins l'adversaire a d'HP, plus tu vas ignore def, un petit peu comme. D'ailleurs, c'est un petit peu comme le S3 du maître d'armes light. Donc ils ont un kit un peu similaire pour le coup. À mon sens, c'est le maître d'armes vent qui se prend le plus gros up. Encore une fois, c'est un peu flou parce que en fonction des traductions de Come to Us, on sait jamais trop ce qu'ils vont faire exactement. Mais en gros, maintenant, le troisième coup, enfin, le coup que tu fais à la fin de ton sort 1, à la fin de ton sort 2 sur le Weapon Master, ça ne scale plus en fonction du max HP. Maintenant, ça scale en fonction. Ça deal 300% de ton attaque, donc de dégâts d'attaque. Donc il n'y a plus besoin de build le mob, avec beaucoup de sub HP, des petites sub attaques et du to crit. Maintenant, c'est vraiment un mob qui est beaucoup plus axé sur l'offensive, beaucoup plus axé sur l'attaque. Maintenant, la question c'est est-ce que la façon dont c'est tourné, donc ça deal des dégâts égaux à 300% de ton attaque, de ta puissance d'attaque, donc de ton montant d'attaque. Ça, moi, la façon dont je le comprends, en fait, c'est que tu vas infliger 300% de dégâts bruts, scaling attaque, qui ne peut pas crit. Pourquoi je dis qu'il ne peut pas crit? Parce que quand tu regardes tous les autres mobs du jeu quasiment, où il y a écrit directement dans le spell le coefficient de damage, que ce soit Molong, Coco, Wusa, tous ces mobs là, à chaque fois, c'est des ignore def. À chaque fois, c'est des ignore def qui ne peuvent pas crit. Donc là, la façon dont c'est écrit, pour moi, ça me fait penser que ça va être de l'ignore def qui ne peut pas crit. Auquel cas, les gens vont, j'imagine, jouer le Weapon Master avec beaucoup de subs de speed, d'attaque. Et en gros, tu vas le faire cycler beaucoup en siège pour potentiellement stacker le destroy extrêmement vite, etc. Vu que de toute façon, son S3 compte comme une deuxième attaque après son S1 ou son S2. Donc il va stacker le destroy extrêmement vite. Je pense que si ça c'est ignore def, le mob va être extrêmement fort en défense siège. Extrêmement fort. Et si c'est pas ignore def, le mob va être mieux. Voilà. Donc il garde toujours l'absorbe ATB s'il a plus de 50% de CHP. Et s'il a moins de 50% de CHP, il se heal de 50% des dégâts infligés. Toto, apparemment, de ce que je vois. Non, pardon. Non. Il se heal de 50% des dégâts infligés de la troisième attaque qui fait 300%. D'accord. Donc en gros, pourquoi est-ce qu'ils ont réduit la sustain? Pourquoi c'est passé de 50%, de 100% avant à 50%? C'est parce qu'avant ça scalait sur le max HP
Et pour moi, c'était pas in def. Maintenant, ça scale sur l'attaque et c'est in def. Donc c'est normal qu'ils aient réduit la régène parce que forcément, va y avoir une augmentation de dégâts sur ce passif du sort 3 par rapport à avant. Donc Weapon Master pour siège, très intéressant. À voir une fois que le BP sera sorti, à voir à peu près le montant de dégâts que ça aura. Ensuite, on a la famille des Omyonji qui se font buff. Donc la mécanique du karma qui se fait encore up, hein. Maintenant, quand le karma est trigger, en plus d'enlever 50% des HP du mob et de lui increase ses cooltime pendant un tour, enfin ses cooltime restants pendant un tour, ça redonne 100% d'ATB à l'Omyonji. Donc grâce à ça, ça va cycler de ouf. On pense vraiment à Gyu qui, avec ce sort 2 plus son sort 3, va vraiment pas arrêter de jouer. Donc plutôt sympa, hein, parce que c'est quand même un spell qui a 3 tours de CD, qui te refait gagner un tour, donc ça a 2 tours de CD. Honnêtement, les Omyonji commencent à devenir vraiment intéressantes là. L'Omyonji Feu qui se fait rework un petit peu son sort 3. En gros, avant, le sort 3, ça augmentait tous les effets nocifs sur les ennemis pendant un tour en AOE. Et maintenant, de ce que j'ai compris, en fait, tu vas choisir une target parmi les ennemis. Et en fait, tu vas répliquer les debuffs qui sont présents sur cette target sur tout le reste de sa team. Donc évidemment, il faut pas qu'il y ait de will, etc. Mais en gros, par exemple, si t'as un ennemi qui a une bombe, un stun, un oblivion, un break def, bah, tu vas faire S3 sur cette target et tu vas mettre le stun, l'oblivion, le break def et l'autre debuff que j'ai oublié, la bombe, sur tout le monde. Donc je pense qu'il y a quand même des petits combos qui vont être sympas avec cet Omyonji. Sachant qu'en plus le spell a 4 tours de CD. Maintenant tu récupères un tour de CD sur le karma si le mec fait un spell. Donc ça a 3 tours de CD potentiellement. Je rappelle quand même que le sort 1 de l'Omyonji c'est un strip stun avec 60% de chance. Donc imagine tu fais au hasard, hein, tu fais karma, tu fais ton sort 2 karma, into tu proc Vio. Tu peux foutre le karma sur toute la team en face. Potentiellement reprendre tous tes tours, récupérer tous tes cooldowns. Ou alors tu peux mettre un strip stun sur le S1, into tu proc Vio et tu stun toute la compo en face. Honnêtement, je trouve que l'Omyonji Feu là devient très très intéressante pour RTA. Je pense pas que ça soit un mob ni pour Def Arène ni pour Siège, mais pour RTA à mon sens c'est très intéressant. On a Shizuka aussi qui se fait énormément up. Pour le coup, c'est vraiment un gros up parce que elle, son kit commençait aussi à être très très intéressant. Maintenant, en gros, avec son sort 3 qui donne tous les debuffs qu'il y a déjà eu dans la game, ça les donne à ses alliés. Tous les debuffs qu'il y a déjà eu dans la game, ça les donne aux ennemis. Mais maintenant, les buffs qu'elle donne à ses alliés, au lieu de durer un tour, ça dure 2 tours. Donc tout ce qui est immu, buff attaque, invulnérabilité, etc. C'est quand même vachement sympa, hein. Je pense que le combo Shizuka Kali en RTA va être assez intéressant. Évidemment du Shizuka Oberon, Shizuka Ponto, ce genre de truc, ça va être très 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 sympa. Mais le mob commence à avoir un kit vraiment solide. Je pense que Shizuka va faire partie des top tier mob haut à build pour la saison prochaine. Enfin, même pour cette fin de saison, hein, mais à mon avis, Shizuka très très forte maintenant. Dans son kit, on rappelle, elle a un strip absorbe ATB. Elle a l'espèce de revive sort 2 là, pour faire utiliser les spells des mobs qui sont morts. Ou alors elle l'utilise sur un allié pour lui réduire ses cooldowns d'un tour et lui mettre un effet d'anti-mort. Et derrière, il y a le sort 3 qui est très fort, avec des bonnes stats de base, avec un bon leader skill, un bon awake. Je pense que Shizuka va être très très forte actuellement. Moi je pense que je vais essayer d'augmenter son runage et de la runer en priorité parce que je pense qu'en bruiser contre bruiser, Shizuka ça va faire beaucoup beaucoup de dégâts. Il y a les Bismons qui se font up sur leur. Enfin, qui se font pas up, ils se font ajuster sur leur sort 2. En gros, ils perdent le buff speed quand ils crit. Et à la place, ils ont un strip tout le temps, sans condition. Donc. Ou alors c'est que quand ils crit qu'ils ont le strip, je sais pas. Et en gros, Kumar, lui, comme il avait déjà le strip sur son S1, juste il perd le buff speed et au lieu de strip un buff, il strip tous les buffs. Ça je pense que c'est dommage, honnêtement. Les Bismonks sont déjà pas joués du tout en siège actuellement dans la méta. Pour moi ils auraient dû mettre le strip en plus du buff speed pour pouvoir cycler un petit peu. Je pense que le fait qu'ils enlèvent le buff speed et qu'ils rajoutent le strip, ça sera pas suffisant et que les Bismonks ne seront toujours pas jouables en def siège. Voilà. Je trouve ça dommage
qui soient un peu frileux là-dessus et qui s'assument pas de faire un gros up sur les Beast Monks. C'est une famille qu'on voit jamais. C'est déjà juste le fait de mettre aussi un leader skill typiquement pour siège. Je comprends pas pourquoi la famille a des leader skills pour donjon. C'est clairement pas une famille que tu joues en PvE, en donjon. C'est une famille de mobs que tu joues en siège. Je trouve ça un peu dommage qu'ils y aillent pas un petit peu plus franco sur les buffs de cette famille. Voilà. Donc à mon avis, c'est un coup de raquette dans l'eau, ça fera rien du tout. Beast Rider. Ah, nickel. Il y a Masha qui se fait up. Le up de Masha est ultra intéressant pour RTA principalement. Je pense que c'est là où le buff sera le plus fort. Bon, là, la traduction est un peu foireuse. En gros, avant, sur son passif, les effets de réduction ATB sur elle étaient réduits de 50%. Les effets d'augmentation ATB sur elle étaient augmentés de 50%. Et à chaque fois qu'elle faisait augmenter son ATB, elle augmentait de manière permanente, stackable jusqu'à 5 fois, de 15% sa speed de base. C'est 15%, elle gagne 15% de speed sur 120, pas 15% de speed sur sa speed totale. D'accord? Donc ça a été changé. Donc maintenant, elle est toujours résiliente face aux réductions ATB. Donc les réductions ATB sont toujours réduites de 50% contre elle. Sauf qu'en fait, son passif de stacking, d'augmentation de la base speed, se stack lorsque un de ses alliés a son ATB réduit. D'accord? Et elle a perdu l'effet d'augmentation des boosts ATB sur son kit, sur elle. D'accord? Donc maintenant, il n'y a plus que cette résilience à la réduction ATB, sauf que son passif se stack quand n'importe lequel de ses alliés se fait réduire ATB. D'accord? Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que contre la Cliff CC, contre les peintres, contre les Oliver, etc., elle va stacker son passif en 2 secondes. Littéralement, elle va être très rapidement capée sur son passif. Et en plus de ça, du coup, ce qu'elle a gagné, c'est qu'à chaque fois qu'elle joue, elle gagne l'immunité. À chaque fois qu'elle... Non, pardon. À chaque fois qu'elle attaque. Si elle se fait stun, si elle se fait geler, etc., évidemment, comme elle n'attaque pas, elle ne gagne pas l'immunité. Mais du coup, à chaque fois qu'elle attaque, elle gagne l'immunité. Et alors là, quand je vois ce kit-là, je me dis que maintenant, Masha, ça va devenir très fort en anti-clip CC. C'est super rapide. Tu joues premier tour, si un mob qui est pas en wheel en face, tu break def, réduis KTB et voire tu le one shot. Tu gagnes l'immunité derrière pour être hors de danger et pas pouvoir te faire cesser. Tu stacks ton passif en 2 secondes pour avoir plein de speed. Honnêtement, Masha, je trouve que le kit est très intéressant contre de la cliff CC et même en bruiser classique contre du peintre, contre du Oliver, etc. Moi qui trouvais justement qu'il n'y avait pas assez de bons bruiser feu dans la méta, ça clairement c'est un excellent up pour Masha qui à mon sens va revenir très fort en RTA. Voilà, donc plusieurs options pour build la Masha. J'en ferai peut-être une vidéo plus tard, mais je dirais du Swift en anti-clip CC ou du Bruiser pour avoir un Bruiser qui se self-setup le break def et qui se met là l'immu en permanence. Donc très bon up pour Masha, honnêtement parfait. Le mob était vraiment pas très joué en ce moment, je suis vraiment content qu'elle se prenne ce genre de up. Et le fait qu'il lui enlève les augmentations d'ATB qui sont boostées, je trouve ça cool parce que actuellement les seuls endroits où on voyait Masha c'était avec du Ragdoll, avec de la Hong. Je trouve ça cool qu'il fasse en sorte que le mob soit jouable sans avoir ce genre de LD clé. Donc très cool. Ensuite, il y a le démon haut qui se fait up. Maintenant, il ne peut plus glance lorsqu'il tape grâce à son passif. Il a en gros le même passif que Laika. Donc s'il est à 100% de to crit, full damage, il peut aller exploser également des mobs vent, tout ce qui est molly, etc. Il va pouvoir taper super fort dessus. Donc ça, mine de rien, c'est un très bon up pour le petit démon haut si vous avez des mobs très tanky pour jouer avec. Oh, Zeratou, c'est le buff incompréhensible du balance patch. Zeratou était déjà à mon sens top tier en RTA, était top tier en dev siège, il n'y a qu'à voir. Tu vas voir semaine prochaine, je vais te sortir les vidéos sur le siège. Si tu as suivi un petit peu le siège sur Europe, tu sais très bien que il y a beaucoup de devs avec Zeratou qui ont bien performé lors du tournoi. Ouais, bon mais maintenant, en plus de mettre les dots, en plus de taper comme un bœuf, en plus d'avoir le self buff attack, la perma immu, etc., le mob aura
3 strips à 100% sur son sort, hein, donc c'est énorme, hein, parce que en fait concrètement le truc c'est qu'avec son passif il tape déjà, il joue déjà, enfin c'est pas qu'il joue, c'est qu'il tape 3 fois par tour, parce que tu le joues à 100% de crit pour qu'il ait les multi-hits, qu'il tape super fort avec les artefacts, etc. Donc maintenant, en plus de taper comme un bœuf, en plus de mettre les dots, il mettra 3 fois 100% de chance de strip un buff, donc ça va être extrêmement fort. Et comme c'est 3 fois 100% de chance, tu vas même pas avoir besoin d'aller lui chercher tant de sub à que ça, parce que ben voilà, on sait que des mobs comme Eshir c'est 4 fois 100% de chance, des mobs comme Diana c'est 4 fois 100% de chance aussi, c'est des mobs où t'as pas besoin d'accuracy pour strip, parce que 4 fois 100% de chance, c'est énorme. Et 3 fois 100% de chance tous les tours, c'est exactement le même délire. Tu n'as pas besoin d'accu. En gros, tu mets 10-15 d'accu sur ton mob pour être tranquille et ça ira parfaitement. Donc, bon, à mon avis, c'était un buff qui n'était pas mérité. Mais là, Zeratou va devenir top tier en défense siège. Et il va devenir encore plus top tier en RTA. Donc voilà, bon, c'est le gros up un petit peu what the fuck du balance patch, il en fallait un, c'est pas grave. Rakan se fait up sur le S3, donc ça c'est... Va y avoir une série de up là avec Rakan, Reine Polaire Haut et Phoenix Vent qui sont assez intéressants. J'ai l'impression que Come to Us essaye de faire shift un petit peu la Cliff CC en donnant des options Cliff CC un petit peu plus agressives, un petit peu plus on tape dans le dur, tu vois. Euh, Ça, c'est des trucs que tu as déjà vu qui ont été amorcés avec le hub de Shan, le hub de Taor progressivement. En gros, ils veulent des mobs qui cliff CC, mais qui aient aussi la possibilité de taper super fort, tu vois. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Donner plus d'options pour de la cliff CC, même si évidemment la cliff CC est extrêmement fort dans la méta actuelle, mais je trouve ça quand même intéressant. Encore une fois, du coup, Rakan se fait up sur le S3. La dernière fois, le taunt était passé d'un tour à 2 tours. Et bien maintenant, lorsque Rakan fait le collapse pendant son tour, attention, hein, c'est écrit on your turn, donc c'est pas pendant les revenge, pas pendant les coop. De toute façon, coop, tu fais un S1, mais c'est surtout pas pendant les revenge. Donc quand tu le fais toi-même sur ton tour 1 pendant que tu fais ton S3, tu vas taunt pendant 2 tours la target principale, et à côté tu vas taunt pendant un tour tous les ennemis qu'il y a à côté. Il n'y a pas écrit que tu feras des dégâts, donc ça veut dire que ça va être un taunt qui ne tapera pas, hein, ça sera un taunt sans dégâts. Donc qui dit taunt sans dégâts dit taunt qui ne peut pas glance, et tu vois tout de suite pourquoi du coup Rakan devient très intéressant dans un setup clip CC, parce que tu vas pouvoir avoir un CC ultra fiable, un peu à la manière d'un John, avec un CC qui ne peut pas glance, mais surtout un CC qui est actif dès le tour 1, là où John, lui, il CC une target tour 1, et après, les 3 autres targets, il est CC au bout du deuxième tour. Et surtout, en plus de ça, tu vas avoir un potentiel de solo avec Rakan. Donc tu vas avoir cette double casquette de stripper fiable, avec beaucoup de damage, et potentiel de solo, parce que tu as le perma-immu setup buff attack. Et je trouve ça sympa, qui crée un peu comme Urcha, qui rajoute un petit peu des options CC slash solo. Voilà, donc je trouve ça cool. Je trouve ça cool, à voir ce que ça va donner, mais honnêtement, Rakan avait besoin d'un up actuellement pour être joué en RTA et potentiellement même en Def Arena. Donc ça pour moi c'est clairement un excellent buff pour lui. Je pense même qu'il y a un monde dans lequel Rakan est jouable en Def Arena pour du tour 1. Pourquoi ça serait jouable en Def Arena? Parce que tu peux... Déjà, le fait que tu le... Donc pour du tour 1, hein, le fait que tu le self, enfin la perma buff immu, perma buff attack, ça va t'aider à pas te faire gérer facilement par des Bastet, par les Psamat, par les Bernard. En plus de ça, l'IA va être très bonne parce que ben, forcément si tu fais S3 t'es bien, si tu fais S2 tu vas reprendre un tour pour avoir une autre chance de faire S3, et ton S3 du coup ne pourra pas glance sur la compo en AOE et va potentiellement exploser un Lucian ou un Damage Dealer. Donc ouais, je trouve que Rakan très intéressant, et quand tu vois qu'il y a buff Rakan, buff machin, ça fait vraiment plaisir parce qu'ils ont compris que la méta RTA actuellement n'avait pas assez de mob feu qui étaient viables. Donc je trouve ça vraiment intéressant.
On a Sekhmet qui se fait buff sur le S3, donc elle perd un tour de CD sur le S3. Honnêtement, dans la plupart des cas de contest outspeed, ça va pas être incroyable. Par contre, lorsque tu piques Sekhmet tôt dans ta draft et que derrière ça part sur des combats très bruiseurs, cette réduction du tour de CD va être très intéressante, je pense. Mais ça va probablement être surtout dans le cas de figure où tu joues Sekhmet dans un contexte bruiser contre bruiser. Voilà. Donc c'est un bon up, on dit pas non. Le mob peut se permettre de prendre un up sans devenir broken. Elle a quand même un kit assez RNG, donc c'est un bon up. Et encore une fois, tu vois, il y a cette logique de buffer beaucoup de mob feu lors de ce balance patch, et essayer de rééquilibrer un petit peu la méta, tu vois. Parce qu'en fait, concrètement, si tu mets un léger nerf sur le Oliver, mais quand même un nerf conséquent, et que derrière tu buffes potentiellement 3 mobs feu qui peuvent counter Oliver, ben mine de rien, tu vas voir que Oliver là va devenir, je pense, assez équilibré. Toujours top tier, mais beaucoup plus équilibré qu'avant. Donc très content pour l'instant de ce qu'ils font. La reine du désert Light Isis s'est fait réduire son tour sur le sort 3. Donc maintenant le sort 3 a 4 tours de CD. Bon, c'est mieux. Évidemment, c'est mieux. Je pense quand même que tant que le S3 n'aura pas une mécanique irrésistible, le mob sera un petit peu chiant. Enfin, on va dire que ça reste très situationnel, mais d'accord, petit up. La reine polaire haut, du coup, qui se fait augmenter ses chances de freeze sur le S3. Donc, tu vois, c'est toujours dans cette logique de rajouter des options Cliff CC un petit peu plus bourrines qu'avant. Why not? Why not? Why not? Parce que là, quand même, ça devient intéressant, hein. C'est du 25% de chance de strip par hit, sachant que tu tapes 3 fois chaque personne. T'as quand même 12 fois 25% de chance de stun, enfin de geler une personne et de reprendre ton tour pour faire un S2. Donc là quand même les chances de faire S3, S2 sur une compo qui a pas de wheel sont quand même assez élevées, avec un kit quand même qui te permet de faire assez rapidement beaucoup de damage, que ce soit via le multi sur le S3 ou juste le fait que tu aies 100% de to crit si l'ennemi en face n'a pas de buff. Donc why not? Why not? Peut-être que Alicia sera un petit peu plus souvent jouée en cliff CC en RTA. Ensuite, il y a Téchar qui se fait up. En gros, son sort 3, c'est à chaque fois qu'il fait un S1 ou un S2, ça active son passif à un S3 qui tape en AOE, qui fait des bons dégâts, qui reset son cooldown si tu tues un ennemi avec pendant ce tour. Et maintenant, en plus de ça, ça stunnera tous les ennemis pendant un tour. Donc tu vois, c'est encore cette logique d'avoir une option Cliff CC qui tape beaucoup plus fort qu'avant, tu vois, mais qui CC un petit peu moins. Vraiment, choisir ce ratio entre moins de CC, plus de damage. Parce que tu vas me dire, oui, stun pendant un tour, potentiellement tous les tours, puisque tu resets ton passif, c'est fort. Mais le stun est un CC qui est moins problématique pour les anti-CC qu'une réduc ATB ou qu'un slow. D'accord. Comme on peut voir avec un shampoing, avec une Charlotte, avec Savannah, etc. Donc c'est différent. C'est différent. Euh, En fait, l'avantage de rajouter des options comme ça, qui ont des formes de CC différentes, c'est que ça va permettre du coup d'utiliser des mobs, des counters différents à chaque fois, en fonction de si tu te tapes un Tesha ou si tu te tapes un shampoing. Donc je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant à voir ce que ça va donner. Je pense quand même que là, le petit Téchar, il va redevenir vachement intéressant en offense arène. Et en parlant d'offense arène, on a Pumbaek qui prend un giga up. Maintenant, la target qu'il tue avec la première cible de son S3, donc celui qui prend 100% des dégâts, ne peut plus être revive. Donc ça, très intéressant pour counter les nanas, pour aller counter les psamat, etc. Je trouve ça bien qu'ils rajoutent des mobs avec des mécaniques d'anti-revive. Même d'ailleurs, même pour offense siège, hein, ça peut être très intéressant ce petit shampoing pour contrer les nanas. Je pense pas que ça sera joué en RTA, ça demande trop de setup. Mais en offense arène et en offense siège, il y a un monde où ce truc là est joué. Et en plus de ça, il s'est pris un up où ses stats ont été ajustés. Donc il va avoir moins d'HP et plus d'attaque. Donc pour un mob comme ça offensif, c'est un double buff très intéressant. Il y a aussi Shiwu qui se fait up principalement pour la RTA. Donc avant,
il diminuait simplement l'ATB en fonction des effets enlevés. Maintenant, c'est plus une diminution d'ATB, c'est une absorption d'ATB. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que ton Chiwu, il va pouvoir cycler beaucoup plus qu'avant, et ça va beaucoup moins être un poteau passer le tour 1, tu vois. Tu vas pouvoir, grâce à ça, avoir beaucoup plus souvent les CD de ton S3, pouvoir cycler un petit peu plus, être juste plus présent contre les mecs qui jouent Bruiser. Parce que généralement, voilà, c'était le principal problème des gens qui jouaient Shiwu, c'est que voilà, tu te dis le mob passer le tour 1, c'est un poteau. S'il met pas des slips de tour sur son sort 1, le mob est un peu inutile. Donc c'est cool qu'il lui rajoute une petite mécanique de cycling là-dedans, je trouve ça très pertinent. L'Anubis Dark, honnêtement, je pense pas que ça soit un up qui va changer quoi que ce soit sur le mob. Il sera toujours très moyen en défense. C'est un mob d'offense siège, mais pour un LD, clairement, tu veux mieux que ça. En gros, son sort 3, ça devient, au lieu de taper une fois, il tape deux fois, donc pour passer potentiellement à travers des Triana, des conneries comme ça. Euh, et le reset du cooldown qui avant n'avait lieu que si un de tes alliés meurt, maintenant ce reset il a lieu si un de tes alliés ou un de tes ennemis meurt. Donc ça c'est honnêtement c'est surtout un buff que tu verras pour offense, à mon sens. Je pense pas que ça va changer grand chose en défense, mais pour offense, voilà, le mob sera encore un petit peu plus fort qu'avant en offense siège. À mon avis, c'est pas suffisant. Tu veux beaucoup plus d'un A5 LD. Oh, Mananan qui prend un up très intéressant. Alors, Mananan, il était déjà top tier en offense arène, parce que grâce à son passif, il ne trigger pas le Nemesis. C'était très intéressant. Mais le problème de Mananan, jusqu'à présent, c'était que il ne tuait pas, il ne pouvait pas tuer les monstres avec son passif. D'accord. Donc en gros, son passif qui faisait des dégâts qui ne trigger pas, qui sont bruts et qui ne trigger pas le Nemesis, ne pouvait pas tuer avec ce passif-là. Ça laissait les mobs à 1 HP, et après il fallait justement avoir un autre mob qui jouait après Mananan pour la site tous ces mobs. Et bien l'avantage, c'est que maintenant Mananan, il va gagner un petit dot d'un tour sur tous les ennemis à l'exception de la target. Donc sachant que c'est pas grave, parce que la target tu la tapes normalement et la target tu peux la tuer. D'accord. Cette mécanique de laisser les alliés en vie, c'était uniquement sur les cibles hors de ta target principale. Donc en gros ce qui va se passer, c'est que maintenant, ta target principale, tu vas l'oblitérer parce qu'il y a un bonus d'augmentation de damage sur le mob qui est tout bonnement incroyable, hein. Les dégâts sont doublés, le mob met du 90k mono-cible, donc il y a un mob qui saute. Tous les autres mobs se prennent du 30-40k en AOE, sans trigger le Nemesis, sont à 1 pixel HP, et se prennent du coup le petit dot qui va les terminer. Donc Mananan, qui était déjà très très fort en offense arène, à mon sens, devient God tier, rien que ça, God tier en offense arène. Euh, voilà, donc au même titre qu'un Grogen, qu'un Ogyonki, etc. Soyez contents, votre Mananan devient extrêmement fort en offense arène. Il y a probablement aussi des petites compos RTA qui peuvent être marrantes à faire avec du Raok, avec du Hikaru, parce que maintenant, du coup, bah, tu vas pouvoir mettre les gens low avec les coops et surtout, s'il n'y a pas de wheel, mettre le dot pour les terminer. Donc très intéressant comme up. Honnêtement, c'est un up qui vient bien compléter une des faiblesses qu'il y avait dans son kit. Excellent. Ryu Dark, Cocorico, donc ça c'est mon mob se fait up sur le S3. En gros, avant, donc le sort 3 pour ceux qui connaissent pas, ça tape 6 fois. Les 3 premiers hits sont mono-cibles, réduisent l'ATB de 30% à chaque fois. Et le 4ème coup stun mono-cible. Le 5ème et 6ème coup tape en AOE et allonge les effets nocifs. D'accord. Donc ça maintenant, cette réduction ATB a été enlevée. Et à la place de la réduction ATB, on a à chaque fois 100% de chance, donc on a 3 fois 100% de chance de strip en mono-cible une target. C'est un up intéressant, je vous ai dit que c'était ce qui lui manquait de toute façon du setup, que le mob était trop dur à setup. Donc une des façons de résoudre ça, c'est de rajouter du strip dans son kit. Bon, le problème c'est que c'est un strip mono-cible pour un mob qui est censé être un mob CC AOE. Donc maintenant tu as un strip. C'est assez bizarre parce que d'un côté tu te dis ça va peut-être être jouable,
Mais de l'autre, tu trouves ça quand même un peu bizarre que... Parce que si ton mob CC a un strip, logiquement, tu veux le faire jouer avant tes CC AOE. Pour avoir un strip en plus, assurer un strip en plus avant que tes CC AOE jouent. Sauf que lui, en même temps, tu veux qu'il joue après tes CC AOE pour allonger les effets nocifs. Donc c'est un peu bizarre, mais je pense qu'il va être joué, mais pas forcément dans des clips CC. Je pense qu'il va être joué justement euh, dans des compos un peu bruiser comme moi je jouais actuellement. Donc je suis plutôt content pour ça. Et moi, je vais voir. Je vais essayer de faire un FRR là-dessus. Mais je pense que le Ryu Dark devient jouable en RTA maintenant. Peut-être aussi qu'il devient jouable en défense siège, mais je suis pas sûr parce que le problème c'est que les stats de base sont pas assez tanky, il n'y a rien dans son kit qui peut le faire tanker. Donc le problème c'est que le mob est un peu facile à cleave. Euh, En tout cas ce qui est sûr c'est que offense siège, je pense que ça devient jouable en offense siège. Je pense que ça devient potentiellement jouable aussi en RTA. Pas God tier mais jouable. Donc bah, c'est tout ce que je demande. Hein. Je demande pas que mes LD soient God tier, je demande juste qu'ils soient jouables. Donc on va voir. Je te sortirai probablement dans pas longtemps une petite vidéo sur comment jouer le Van Cleef en RTA. Ensuite, on a la famille des Ondines et des Sylphides qui se font buff pour de l'offense siège. Donc honnêtement, tu dis pas non. Elles se font buff sur le sort 2, elles gagnent Oblivion en plus du reset cooldown, et du coup les Sylphides gagnent le stun en plus du reset cooldown, donc ok. Ils buffent des mobs pour l'offense siège, autre que Windy, why not. On a Freya qui se prend un petit up sur le passif, pourquoi pas, pour de la défense arène, why not. Ensuite, on a, bon, elles se prennent des petits ups vite fait sur la quantité de shield, sur le reduce cooldown, etc. C'est pas très intéressant, ça c'est des ups qu'ils font pour rajouter des options viables en offense siège. Ensuite, on a les forgerons qui se font up, donc la forgeron feu qui se fait assez bien up. Maintenant, elle augmente de 35% comparé à 25% les buff attack, buff dodge, etc. Donc en gros, tes mobs vont faire plus mal grâce à ça. Et en plus de ça, que ce soit la feu, l'avant ou la light, le buff attack buff def qu'elles ont sur le sort 2 qui a 3 tours de CD, on le rappelle, passe de 2 tours à 3 tours. Donc en fait concrètement, avec une forgeron feu ou light, ta team sera perma buff attack, perma buff def. Donc assez intéressant pour offense arène je pense. Je pense que la forgeron feu sera très forte en offense arène maintenant. Parce que du coup tu vas gagner beaucoup de résilience grâce à cette augmentation de dégâts et à ce perma buff def. Voilà, en vrai, la Forgeron haut, je pense qu'on s'en fout un peu, son kit est pas très intéressant. Forgeron Dark qui se fait bien up sur le sort 2, donc les chances de mettre le break def sont augmentées de 50 à 85%. Très intéressant du coup, parce que ça du coup en offense arène, ça va être une très très bonne option pour les compos Tiana, Galion, Forgeron Dark into une grosse nuke en last. Pourquoi? Parce que tu vas avoir le double setup break dev qui sera beaucoup plus safe qu'avant. Et d'ailleurs, au lieu de mettre tes debuffs pendant 2 tours, tu vas les mettre pendant 3 tours si tu as un great. Donc cool. Cool, honnêtement, bon up, c'est une bonne option pour offense arène également. Ensuite on a les KFG qui sont up, donc la KFG feu et la KFG light qui vont potentiellement devenir très intéressantes en défense siège. En gros, leur sort 3 c'est commun à toute la famille. Ça tape 4 fois de manière complètement random. La KFG feu, elle augmentait d'un tour les effets nocifs. En plus de ça, maintenant elle stun pendant un tour sur chacune de ces 4 boulettes. Donc ce que ça veut dire c'est que tu vas avoir un spell qui tape de manière random en AOE. Donc ça évidemment ça va être des mobs de siège, hein. Pas des mobs d'arène ni des mobs d'RTA, des mobs de siège. Tu vas avoir un mob qui a 4 fois 100% de chance de stun un tour. Et si tu mets des coups consécutifs de S3, donc si par exemple tu mets 2 boulettes sur la même target ou 3 boulettes sur la même target, potentiellement tu vas pouvoir mettre des stuns 3 tours en mono cible. Et ça va être très très intéressant à mon sens en défense arène. Là-haut,
elle setup break def en plus de taper super fort. Donc ça là-haut, ça va être un mob extrêmement puissant pour vos teams solo Red 5. Ça va être extrêmement fort. La light, elle, c'est l'absorbe ATB de 25%. En plus de ça, maintenant, elle a un strip 100%. Donc elle a 4 strips mono-cible 100% into absorbe ATB 25%. Donc ça t'imagines évidemment très bien qu'en défense siège, avoir un mob qui peut setup l'absorption, enfin le strip et l'absorption ATB pour désynchroniser tes targets, tes mobs, ça va être très 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 fort si tu arrives à trouver une def qui ne peut pas se faire cleave et pas se faire outspeed. Parce que du coup, dès que le mec va jouer le tour 2, qu'est-ce qui va se passer? Un petit peu de la même façon qu'on a vu des Abigail en def siège, si le mec doit jouer le tour 2 et tu vas pouvoir désynchroniser complètement le turn order de sa compo, sachant qu'en plus, comme tu tapes 4 fois et qu'il y a 3 mobs, il y aura forcément un mob qui va se prendre 2 boulettes au moins. Et donc, s'il y a un mob qui se prend 2 boulettes au moins et les autres une boulette, tu vas pouvoir complètement désynchroniser le turn order et les ATB tout en cyclant énormément parce que vu que c'est de l'absorbe ATB, tu vas rejouer immédiatement après. Mais c'est pas tout, c'est pas tout. Il y a encore un giga up pour cette famille là. En gros, tu le savais, quand tu fais ton sort 3 sur cette famille là, tu as 25% de chance de revenge quand on te tape, quand le sort est sous cooldown, ok? Sachant que tu revenge avec le sort 1 et que le sort 1, lors d'un buff précédent, quand tu faisais ton sort 1, tu avais déjà 30% ou enfin 25 ou 30% de chance de faire un sort 2 en plus du sort 1. D'accord? Donc en fait, ce qui se passait, c'est que tu faisais ton sort 3, tu avais 25% de chance de revenge, on te tapait, tu faisais ton revenge, S1, donc 25% de chance de revenge, into 30% de chance après ton S1 de faire un S2. D'accord? En plus de ça, maintenant, lorsque tu fais ton sort 2, tu as 20% de chance de trigger un sort 3. Sachant que tu as vu, les sorts 3 deviennent oméga forts, on est d'accord. Hein. Là, le sort 3, que ce soit le sort 3 de la KFG Feu, la KFG Eau ou la KFG Light, les sorts 3 sont extrêmement forts. Donc là, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir potentiellement utiliser ton S3, faire trop chier parce que ce soit l'absorption ATB, le stun et tout, c'est trop chiant. Derrière, on te tape, tu revenge, tu fais sort 1, sort 2, sort 3. Le sort 1, on va aller regarder sur Summoner's War, sur Sword Farm. Tiens, on va regarder sur Sword Farm. Hop, Sword Farm. On va aller regarder Kung Fu Girl. Voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent les Kung Fu Girl? Ils nous disent que le sort 1, concrètement, il a 400%. Le sort 2, il a 550%. Ok. Le sort 3, il a 1200%. C'est-à-dire que là, concrètement, ce qui va se passer, c'est que lorsque tu vas toucher une KFG qui a son S3 sous cooldown, il y a une probabilité à chaque fois non nulle que tu te prennes un revenge de 2000% de coef damage. Rends-toi juste compte, il y a une probabilité non nulle que tu te prennes 2000% de revenge, sachant qu'il y a un spell, qui break def, un spell qui réduit KTB stun ou qui strip quand c'est la light, parce que la light... ah non, la light c'est ça aussi. Non, c'est la haut qui strip. Ok, non, elles ont toute la réduit KTB. Donc tu as un spell qui break def, un spell qui réduit KTB qui slow et qui stun. Si le mec a 0% de TB, et comme il va te taper pendant ce tour là et qu'il va se faire riven, vu qu'il tape forcément il aura 0% de TB, donc il va se faire stun. Donc tu vas te faire break def, slow stun, oblitérer ta daronne par un S3. Genre, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Vraiment, quand tu regardes le kit maintenant, ça va être un kit ultra RNG, et ce genre de kit en défense siège, c'est monstrueux. Donc que ce soit la feu ou la light, à mon avis, les deux seront joués en Def Kata. À mon avis, honnêtement, le kit est vraiment trop bien. Le kit est vraiment trop fort actuellement. Phoenix Eau, Phoenix Vent,
Je sais pas pourquoi Téchar se fait réduire son attaque, augmenter ses HP, un peu dommage. Et en plus de ça, dernier up du balance patch, Oberon qui passe d'un Awake résistance à un Awake crit rate. Donc évidemment, le mob était déjà fort. Maintenant, en plus de ça, il va être beaucoup plus facile à build vu que le crit rate est au cœur de son build. Excellent up pour Oberon qui va continuer d'être encore plus top tier qu'avant. Voilà, donc si on résume, il y a eu les nerfs principaux qui étaient demandés en RTA. Évidemment, il n'y a pas eu de nerf sur Laima, il n'y a pas eu de nerf sur Riley, il n'y a pas eu de nerf sur les Hogyonki, Kitian Dasheng, certains LD complètement broken qu'il y avait dans la méta. Il y en aura probablement au prochain balance patch. Honnêtement, ce balance patch est déjà bien rempli, bien fourni. On est loin des balance patch où ça brassait de l'air pendant 30 lignes comme on a pu avoir ces derniers mois. Honnêtement, je pense que ce balance patch c'est un solide 8 sur 10, on est très content. Il y a des changements importants en RTA. Il y a eu beaucoup de mobs qui ont été up pour le siège, la RTA, l'offense arène. On a eu des mécaniques assez intéressantes qui ont été mises en place. Donc non, honnêtement, faut faut dire quand c'est mauvais, mais faut aussi dire quand c'est bon. Et là, je pense que c'est un bon balance patch. Là, honnêtement, comme to us, je te le dis. Tu nous as gâtés. C'est un bon 8 sur 10. Merci pour ça. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour le prochain balance patch? Nerf Laima. Augmentation d'un tour du cooldown sur le S3 Riley. Nerf du Revenge du passif sur Revenge de Verde, donc empêcher que son passif puisse se trigger sur le set Revenge. Nerf de Windy, parce que là actuellement la méta siège est complètement bloquée à cause de Windy qui est beaucoup trop fort dans la méta. Nerf après des LD clés sur lesquels j'ai déjà fait des vidéos, mais honnêtement c'est pas mal. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, liker la vidéo et t'abonner à la chaîne pour plus de contenu. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.